Pour les titres, bonsoir à tous. Le mouvement des Gilets jaunes est né de l'expression d'un malaise social largement soutenu par l'opinion. Mais qui pourra désormais nier qu'il aura également, au fil des semaines, ouvert la voie à une escalade de violence verbale et physique. Arrêtons-nous ce soir sur deux nouveaux exemples vécus hier en marge de la 14e journée de mobilisation. Tout d'abord, avec ce fourgon de policiers à Lyon, ciblé, vous allez le voir, par des jets de pierre, par des individus se jetant sur le véhicule. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon. Denis Sébastien, Olivier Jacquelin. Ouais, Pétrin, on est pris et parti et on reçoit des pavés. Filmé de l'intérieur. Une jeune adjointe de sécurité et son collègue plus expérimenté. Ils sont victimes de jets de projectiles de toutes parts. Pétrin, on est pris à partie par des manifestants. Coincés dans la circulation en pleine manifestation des Gilets jaunes, Vas-y, avance. leur fourgon se retrouve pris pour cible. Vas-y, avance, vas-y, avance. Jets de pierre, mais aussi tentative de monter sur le véhicule. C'est pas grave, avance. Vas-y. Le policier qui filme encourage et soutient sa collègue C'est pas grave, avance. jusqu'à l'arrivée des renforts. C'est pas grave, voilà, c'est bon. Nous avons pu rencontrer ce policier cet après-midi, auteur de la vidéo. Encore choqué, les images du fourgon témoignent de la violence de l'agression. Vous avez eu l'impression que ça risquait de dégénérer ? Oui. C'est pour ça que au plus vite, il a fallu qu'on parte. Heureusement que les véhicules s'étaient enlevés devant nous. Sinon, je pense que ça aurait pu dégénérer un peu plus. Ces deux membres du mouvement des Gilets jaunes dénoncent la violence, mais la resituent dans un contexte général de tension avec les forces de l'ordre. Tous deux étaient présents dans la manifestation d'hier. On condamne ce genre d'acte parce que c'est purement gratuit, ça n'a aucun sens et ça distorsionne le message qu'on essaie de faire passer. Les gens qui caillassent la voiture de police ne sont peut-être pas forcément des gilets jaunes puisqu'ils n'ont pas de gilet déjà et ils sont masqués. Certains ont un gilet. Certains, mais c'est pas la majorité quand même. Les deux policiers n'ont pas été blessés. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour violence avec armes et en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Vas-y, doucement. Et nous étions ce dimanche, 3 mois jour pour jour, après le début du mouvement de contestation. À cette occasion, environ 1500 gilets jaunes, selon les chiffres de la préfecture de police, se sont à nouveau rassemblés à Paris. Une journée marquée par l'exfiltration d'une des figures du mouvement, Ingrid Levavasseur, qui avait un temps souhaité se lancer dans une campagne pour les européennes. Elle s'est vue violemment insultée, une scène de violence verbale 24 heures après les injures qui ont ciblé le philosophe Alain Finkielkraut. Il avait été qualifié notamment, je cite, de sale sioniste. Alors que dit la loi face à ces insultes, face à ces violences verbales? Élément de réponse, Clément Le Goff, François Bedonnet. Les images et surtout les mots choquent depuis hier. Alain Finkielkraut insulté en pleine rue, avec au cœur des injures, ses prises de position sur Israël. Pour l'académicien aujourd'hui, le caractère antisémite de ses propos ne fait aucun doute. À travers moi, ce qui visait, ce sont les juifs en tant que sionistes, c'est-à-dire du fait de leur souci d'Israël. Alain Finkielkraut n'a pas déposé plainte, mais de son côté, le parquet a ouvert une enquête pour injure publique et l'un des auteurs a été identifié, selon le ministère de l'Intérieur. Alors que dit précisément la loi ? Une injure est une parole, un écrit, une expression quelconque de la pensée adressée à une personne dans l'intention de la blesser ou de l'offenser. Les textes distinguent l'injure non publique par SMS ou prononcée dans un cercle restreint, passible de 38 € d'amende, de l'injure publique, punie de 12 000 € d'amende. Jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende si les propos sont jugés racistes, sexistes, homophobes ou handiphobes. Mais il n'y a pas toujours de vidéo pour le prouver. Toute la difficulté, ça va être d'apporter la preuve de cette injure publique. Donc, elles sont fréquentes dans la mesure où, par exemple, lorsque l'injure est écrite, ça va être beaucoup plus facile d'en apporter la preuve. Lorsqu'elle est orale, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Depuis le début du mouvement, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont entraîné l'ouverture d'enquêtes. À Cognac, en novembre dernier, cette altercation avec une automobiliste avait viré aux insultes racistes. À Paris, des journalistes avaient été injuriés. Enculé, tu travailles pour les juifs. Aujourd'hui, c'est encore Ingrid Levavasseur qui a été la cible d'injures sexistes cette fois. Regardez-la, 48 heures. La figure des Gilets jaunes a dû quitter le cortège sous les insultes de certains manifestants. Bonjour. Alors, j'inaugure une nouvelle séquence où je vais essayer régulièrement de décrypter le journal télé public de France 2, qui est vraiment horrible. C'est de la pure propagande. Vous voyez ce premier sujet qui dure 5 minutes 10. Sur les 5 minutes 10, la parole aux gilets jaunes pour se défendre représente à peu près 10 secondes. Sinon, ce n'est qu'un étalage de haine pour montrer aux téléspectateurs que le gilet jaune serait un dangereux sauvage assoiffé de sang. C'est complètement dingue.
On a quand même affaire à un mouvement social qui dure depuis 14 semaines, qui a fait des dizaines de mutilés, des milliers de blessés et même des morts indirectement. Et que trouve le journal du service public à faire? 5 minutes de pure dégueulasserie, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Alors continuons à regarder brièvement ce journal en accéléré, parce que c'est un peu chiant, je le conçois, à regarder. Et ce climat d'insultes, d'agressions, d'humiliation a trouvé un nouveau terrain d'expression depuis quelques années, celui des réseaux sociaux, poussant d'ailleurs de plus en plus d'utilisateurs à parfois les quitter. Avant d'entendre plusieurs témoignages, combien de Français utilisent Facebook, Twitter ou encore Instagram? Une info et des chiffres, c'est le data de ce dimanche soir. Florence Griffon, Aurore Julien. Chaque jour, 30 millions de Français se rendent sur les réseaux sociaux pour échanger des photos, vidéos ou lire les dernières publications. Et cela leur prend de plus en plus de temps. Il y a 10 ans, ils y consacraient 4% de leur temps de connexion. Aujourd'hui, c'est 20%. En moyenne, 20 minutes par jour. Mais pour les 19-24 ans, c'est le double, 40 minutes par jour. Les sites les plus visités, Facebook, puis Snapchat et Instagram. Twitter arrivent en 4e position. Une hiérarchie différente pour les 15-24 ans. Les jeunes, eux, préfèrent Snapchat, puis Facebook et Instagram. Les hommes et les femmes n'ont pas toujours le même usage. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes sur Instagram. C'est l'inverse sur Twitter, alors que Facebook attire autant les hommes que les femmes. Pour les 3/4 des Français, les réseaux sociaux sont avant tout un espace de divertissement, sur lequel l'information n'est pas forcément fiable. Seulement 32% des Français font confiance aux informations présentes sur les réseaux sociaux. Voilà pour les chiffres. Voici maintenant les dérives justement de cet univers, celui des réseaux sociaux qui peuvent tout simplement devenir toxiques face aux insultes, à la pression, aux moqueries et aux humiliations. Certains finissent par décider de quitter la toile. Reportage et témoignages, Catherine Rougerie, Arantxa Balderan et également Valérie Hurtel. Certains sont connus, d'autres pas. Mais face aux menaces et aux moqueries, ils ont décidé de quitter Twitter, le réseau social de mini-messages, pour quelques temps ou définitivement. Accessoires branchés, look soigné, Mathilde Navarro veut devenir styliste. Cette jeune étudiante en mode à Bordeaux est présente sur Twitter depuis 2014. Rien à signaler pendant des années, jusqu'à ce jour d'avril dernier. Alors la photo qui a tout déclenché, c'est celle-ci. Une photo où elle se montre telle qu'elle est, mais qui déclenche des dizaines de messages d'insultes. Ils me traitent de baleine, de grosse, ils me disent que je vais mourir à 30 ans d'une crise cardiaque, ils me rabaissent énormément au niveau de mon physique, ils me disent faut pas que tu te montres, ils me disent en gros que ça leur pique les yeux. Des critiques et même des montages. Elle dit assumer et même revendique sa différence, loin des standards des magazines de beauté. Est-ce que vous comprenez que certains peuvent dire que vos photos sont de la provocation? Je fais de la provoque dans le sens où je veux provoquer les gens dans le sens oui, je suis grosse, mais je m'assume. C'est notre société ne nous dit pas on doit être mince, c'est je le suis, mon corps est ce qu'il est, c'est pas une raison pour me cacher. Malgré tout, de temps en temps, pour se protéger, elle se met en retrait. Oui, je fais des breaks, mais je ne partirai pas, parce que ça serait leur donner raison à tout ce qu'ils disent. Créée en 2006, la plateforme compte 335 millions d'utilisateurs dans le monde, dont près de 22 millions en France. Des chiffres qui stagnent depuis 2014. Parmi les explications, la nature même du site propice au débat. Un débat qui peut pousser certains aux extrêmes et peut lasser selon cet expert. Le réseau étant dans l'instantané, les gens vont plus avoir tendance à réagir à chaud et à dire ce qu'ils pensent, ce qui peut aussi donner cet effet de harcèlement ou de paroles un peu violentes envers des gens un peu plus connus ou un peu plus visibles, parce qu'auparavant on n'avait pas moyen de leur dire des choses, et là aujourd'hui le grand public va pouvoir aller leur dire des choses directement sans se rendre compte que ça peut les toucher aussi. Couper le sifflet aux injures, un pas franchi par plusieurs personnalités. Karine Le Marchand, Mats Pokora, ou bien encore Michel Simès. Lui a fermé son compte il y a bientôt 2 ans. Je suis probablement un peu trop sensible, ça me minait vraiment, même si je lisais 100 messages sympas et j'en tombais sur un qui m'insultait sans que je connaisse les gens, sans que je comprenne pourquoi ni ce qu'on me voulait, ça me minait. Et puis un jour je me suis dit mais quel intérêt j'ai à être miné moralement en allant sur Twitter, donc j'ai décidé d'arrêter et voilà, et depuis je me sens très bien. Depuis peu, il existerait une autre parade selon ce jeune autodidacte de 23 ans, une application gratuite qu'il a créée. Son principe, bloquer les messages haineux avant même qu'ils n'arrivent à destination, comme un rempart entre harceleurs et utilisateurs. On ne fait pas de la détection mot à mot parce que ce serait de la censure. On va vraiment venir analyser le contexte de la phrase. Par exemple, on dit t'es moche, le contenu va être supprimé, très bien. En revanche, si on dit n'écoute pas les débiles qui disent que t'es moche, c'est pourtant très violent, mais ce n'est pas haineux. Et là, la technologie comprend que ce n'est pas haineux et elle va laisser le contenu. Lancée en 2017, l'application compte déjà 19 000 utilisateurs. Elle sera disponible en anglais dans 2 mois. Alors, deuxième sujet, totalement en rapport avec notre premier sujet des Gilets jaunes, pour continuer sur la haine des réseaux sociaux. C'est pas fantastique. On nous apprend que 32% des Français auraient confiance aux informations des réseaux sociaux. Mais sachez que les grandes chaînes
ont perdu 10 points en un an, d'après certains sondages, et seraient à 38% de gens qui font confiance à ces grandes chaînes, soi-disant grandes chaînes. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Là, on vient de passer encore 5 minutes sur la haine des réseaux sociaux, plus les 5 minutes d'avant, on est déjà sur un journal d'une demi-heure à 10 minutes à déblatérer sur les gilets jaunes, car bien sûr, on sait que les gilets jaunes se sont construits sur Internet et les réseaux sociaux. Donc, si les réseaux sociaux sont haineux, sexistes, antisémites, racistes, alors tous les gilets jaunes aussi, bien sûr. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Vraiment, encore une fois, c'est dégueulasse. Allez, continuons. L'heure de notre chronique politique week-end. Avant de retrouver Guillaume Darey et cette question ce soir qui entoure l'une des remontées des grands débats et des doléances, celle notamment de la prise en compte du vote blanc. D'abord quelques indicateurs. Plus de 3000 réunions, débats ont déjà eu lieu un peu partout en France. 900 000 contributions, revendications ont été postées en ligne. Mais alors, que vont-elles devenir? Qui les centralise, les analyse? Réponse ce soir avec Jean-Baptiste Marteau et Vincent Bouffartigue. Le petit rapporteur, c'est qui? À Aigli-dans-l'Essonne, avant de débattre, il faut désigner un rapporteur. Allez, monsieur Chaplin. C'est lui qui va devoir retranscrire les propos de chacun. Lourde tâche, vous allez essayer de faire un rapport le plus objectif possible. On va essayer, de toute façon. Ouais. Je suis là pour ça. Thème de cette table, la fiscalité et la dépense publique. Chacun s'exprime. Suppression des frais de succession, on va savoir ce qui rentre. Et qu'est-ce qu'ils font de l'argent? Pour moi, c'est primordial. Philippe Châtelain prend des notes en tentant de synthétiser les idées de chacun, avant de lire son compte-rendu devant l'ensemble des participants. On verrait beaucoup plus clair. La première question qui est venue, c'est de revoir le nombre de tranches de manière à élargir l'assiette. Et la majorité des personnes autour de la table pensent que tout le monde devrait payer un peu d'impôts. Les comptes rendus vont ensuite être mis en page par la mairie. Mesdames, messieurs, Mais alors, comment être sûr qu'ils seront représentatifs de la soirée? Ils vont être distribués par mail aux différents rapporteurs qui donneront leur aval sur le compte-rendu final. Ça pourrait être amendé avant d'être rendu à l'organisation du grand débat. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Qu'on envoie au grand débat un document le plus fidèle possible de ce qui s'est dit. Il faudra encore plusieurs jours avant d'envoyer le compte-rendu définitif sur la plateforme sécurisée du grand débat. Une synthèse qui atterrira ici, sur les ordinateurs de cette start-up parisienne, désignée par l'État. Ouais, c'est la 16 pages. C'est là, par exemple, ça ressemble quasiment à des prises de notes, ça. Ouais. Et les comptes rendus de débat rejoignent les contributions individuelles. À ce jour, plus de 900 000 ont déjà été recensés. Il y a la participation en ligne individuelle, il y a les participations à travers les réunions individuelles, mais il y a aussi les cahiers de doléances qui avaient été mis en place par les maires précédemment. Et puis il y a des gens qui envoient spontanément à l'émission Grand Débat des emails ou des courriers. Donc on a des volumes hétérogènes qui fait aussi la particularité de ce Grand Débat. Mais comment analyser le contenu de ces débats? C'est la troisième étape. La société de sondage OpinionWay vient d'être choisie par l'État. Objectif, publier une synthèse finale des idées proposées par les Français. Les 5 garants de ce grand débat l'assurent, ce processus sera extrêmement encadré. Nous allons recevoir ces prestataires, nous allons les interroger sur leur technique d'analyse, nous allons observer attentivement quel est le cahier des charges qu'on leur a donné, afin de préserver ce qui, nous, garants, nous intéresse au premier chef, la transparence, l'exhaustivité et le pluralisme. Les résultats définitifs sont attendus d'ici la fin du mois de mars, quelques jours seulement après la fin du grand débat. Alors, parmi ces contributions, un des thèmes qui est alimenté est celui de la meilleure démocratie. Question ce soir concernant le vote obligatoire. Bonsoir Guillaume Darey. Bonsoir. Pour lutter justement contre l'abstention, l'idée est évoquée, elle est d'appliquer finalement ailleurs cette idée du vote Obligatoire. obligatoire. Oui, regardez Laurent, c'est obligatoire de voter chez plusieurs de nos voisins de l'Union Européenne. Par exemple en Belgique, au Luxembourg ou encore en Grèce. Alors qui dit obligation dit aussi sanction. En Belgique, par exemple, en cas de récidive, vous risquez jusqu'à 150 € d'amende. Et si vous manquez 4 élections en 15 ans, vous pouvez être tout simplement rayé des listes électorales. Et ce pendant 10 ans. Alors ça c'est pour la théorie. La réalité est tout autre. La justice belge ne poursuit que très rarement les abstentionnistes. Aucun d'entre eux, d'ailleurs, selon les médias belges, n'a été condamné depuis près de 15 ans. Est-ce que c'est efficace? Alors, on va prendre la même élection, on va comparer la participation entre la France et la Belgique. Regardez, les européennes de 2014, seuls 42% des Français étaient allés voter. Taux de participation de 90% en Belgique, ça semble donc plutôt efficace encore. En écho à cette obligation de vote, vient désormais également le vote blanc qui apparaît, forcément. Oui, parce que pour beaucoup, le vote obligatoire, ça va de pair avec cette reconnaissance du vote blanc afin de faire en sorte que les citoyens qui seraient obligés de voter, mais qui ne trouveraient pas de candidat à leur goût, eh bien se voient quand même reconnaître un poids politique. En France, depuis 2014, le vote blanc, il est comptabilisé différemment des votes nuls, mais il n'est pas pris en compte dans le résultat final. Or, ça pèse le vote blanc. Regardez, au premier tour de la présidentielle, c'est plus de 659 000 voix. Il y a d'ailleurs plus de Français qui ont voté blanc que de Français qui ont voté, par exemple, pour Jean Lassalle, pour Philippe Poutou ou pour Nathalie Arthaud. Voilà. Alors, troisième sujet. Alors là, c'est magnifique. On continue en lien avec les Gilets jaunes, hein, et on vous parle du grand débat de Macron, dont tout le monde dit que ce n'est pas un débat, mais une campagne présidentielle, européenne avancée par Macron aux frais du contribuable. Et on vous dit, tranquillement, sur le service public, avec nos impôts,
que ce grand débat, c'est fabuleux. On voit des super images de gens constructifs et disciplinés dans une organisation de qualité et sécurisée. On apprend que ressort de ces débats citoyens l'obligation de voter ou le vote blanc qui pourrait être reconnu. Et c'est ça qui serait plébiscité par les gens qui se réunissent pour parler de notre démocratie. Mais quel foutage de gueule! C'est pas possible! Ils nous prennent vraiment pour des débiles. Allez, continuons, vous allez voir, la suite est magnifique. Voilà pour le vote blanc et le vote obligatoire. Merci Guillaume. Dans l'actualité ce soir à l'étranger, direction Rome, alors que va se tenir cette semaine un sommet historique au sein de l'Église catholique. Bonsoir Alban Mikosi. Alban, le pape va donc réunir au Vatican la hiérarchie épiscopale pour aborder un thème longtemps, très longtemps resté tabou, celui de la responsabilité de l'Église face au scandale d'agression sexuelle. Oui, parce que le pape en a assez que le message de l'Église catholique soit brouillé par l'attitude de certains prêtres. Alors il va réunir à partir de jeudi, ici même, le conseil épiscopal, comprendre la réunion des quelques 5000 évêques qui sont à travers le monde, leurs représentants. Il va leur tenir le discours suivant. Maintenant, il faut que vous preniez vos responsabilités. C'est à vous de sanctionner les prêtres pédophiles et c'est à vous de mieux écouter la victime. Il l'a encore dit aujourd'hui lors de l'audience publique. Et le pape a même donné un exemple. Il a dit que nul ne serait épargné en raison de son statut. Et cet exemple, c'est cette semaine même, la mise à pied, que dis-je, le licenciement directement de l'ancien archevêque de Washington qui est suspecté d'abus sexuels sur des jeunes séminaristes. Eh bien, le pape l'a congédié tout simplement, lui interdisant désormais toute fonction religieuse. C'est la première fois qu'une sanction aussi forte est prise et on nous dit ce soir au Vatican que ce n'est sans doute pas la dernière. Merci Alban, on suivra. Alors, ça continue dans les sujets passionnants. Là, c'est un peu plus court. On a un sujet qui va faire 1 minute 20. Direct, sujet direct, qui va direct à l'essentiel, avec toujours cette façon de critiquer les chrétiens de pédophiles, matin, midi et soir, alors que, n'oubliez pas que dans le premier sujet, ils n'ont pas hésité à faire l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Là, il n'y a pas de problème, hein. Tranquille. C'est pas on met vraiment pas d'huile sur le feu entre les différentes communautés en France. On veut vraiment que tout le monde s'unisse. Ça se sent, hein. C'est vraiment un journal pour les Français, pour l'Union des Français, et pas du tout pour les intérêts des oligarques ou de Macron et compagnie. Hein. Non, pas du tout. Allez, continuons. On suivra bien sûr tout cela cette semaine. Le plus de l'économie du dimanche. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a lancé cette semaine un message d'alerte contre une menace de tempête économique mondiale. Elle ciblait notamment la menace, le risque que ferait peser le protectionnisme, des tensions commerciales qui sont visibles entre grandes puissances, entre les États-Unis de Donald Trump, la Chine de Xi Jinping. Face à ces géants, quelle est la politique de l'Union européenne? Sophie Lançon, Noé Salem. L'Europe, cernée d'un côté par les États-Unis, qui prônent l'Amérique d'abord, de l'autre par la Chine, championne du monde du protectionnisme. Au point qu'Emmanuel Macron en appelle à la fin de la naïveté européenne. Non au protectionnisme, mais oui à la juste protection et à la réciprocité. Mais face à ces géants, comment l'Europe peut-elle se protéger? Avec les États-Unis, la tension est montée d'un cran, surtout depuis que Donald Trump s'est lancé dans une guerre commerciale. Achetez américain, embauchez américain. Depuis le 1er juin, il a imposé une surtaxe sur l'acier et l'aluminium venus d'Europe. Dans son collimateur, 6,4 milliards d'euros d'exportations européennes. Bruxelles réplique, mesure de rétorsion contre les jeans, le Bourbon ou encore les Harley-Davidson, 2,8 milliards d'euros dans le viseur. Moins donc que les Américains, mais le but est clair, rester dans le cadre légal des règles de l'Organisation mondiale du commerce, une stratégie inadaptée pour certains économistes. Maintenant, Trump en particulier a décidé d'avoir une politique commerciale agressive, unilatérale et qui contredit les règles de l'OMC. Donc face à ce nouveau contexte, qui est très récent pour Trump et qui est moins récent pour la Chine, en effet, l'Europe doit certainement changer de stratégie, être elle-même plus agressive. Mais aujourd'hui, face aux géants américains, l'Europe est encore gagnante. Elle exporte beaucoup plus de produits vers les États-Unis qu'elle n'en importe, 108 milliards d'euros d'excédent sur les 11 premiers mois de 2017. Une situation diamétralement opposée avec la Chine. Sur la même période, les Chinois nous inondent de leurs produits et nous en achètent peu. Résultat, 162 milliards d'euros de déficit pour l'Europe. Mais aussi, il est beaucoup plus facile pour des Chinois de venir faire des affaires et d'investir en Europe qu'en sens inverse. Pour s'implanter là-bas, les Européens doivent être associés à un partenaire local et accepter des transferts de technologie. Résultat, 35 milliards d'euros insufflés dans l'économie européenne par la Chine en 2016, quand l'Europe arrive, elle, péniblement à investir 8 milliards. Ce n'est pas normal. Et ça montre qu'il y a trop d'obstacles. Et d'ailleurs, nous sommes aussi en train de négocier avec les Chinois un accord d'investissement, de protection et d'accès à l'investissement qui devrait, nous l'espérons, pouvoir améliorer les choses. Car le marché chinois est indispensable pour l'Europe. Une Europe qui arrive à faire bouger les lignes. Pékin a levé certaines barrières, comme sur les produits laitiers ou le bœuf français.
Les exportations vers la Chine ont même progressé de 18% en 2017. Alors, ça continue. Non au protectionnisme, mais oui à la juste protection. Waouh! Monsieur Macron a encore sorti une grande phrase. Encore un sujet complètement propagandiste. On vous parle de l'Europe, une Europe fantasmée qui lutterait face à deux grands blocs chinois et le méchant Trump, qui sont des méchants protectionnistes qui veulent défendre les intérêts de leur peuple. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire encore? On a combien? 3 mois des élections européennes? On nous balance des sujets comme ça sur une chaîne publique avec nos impôts. Avec nos impôts, on fait du nationalisme européen. Comme si on devait s'affronter avec le reste du monde. Mais c'est quoi ce délire? Et en plus, dans le reportage, on nous vend comme si on faisait des affaires avec les États-Unis et que limite on n'investissait pas assez envers les Chinois. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En même temps, on voit un peu le rapport avec les Gilets jaunes qui, effectivement, et comme beaucoup de Français, ne sont pas vraiment très heureux du passage à l'euro, de l'UE et compagnie. On voit bien la ligne idéologique que poursuit ce journal propagandiste. Allez, continuons. L'enquête de ce soir demain s'ouvrira devant les assises des Bouches-du-Rhône, le procès de l'affaire Air Cocaïne. Des centaines de kilos de drogue saisis, de multiples rebondissements de la République dominicaine à Saint-Tropez et 9 accusés. Nous avons voulu en savoir plus sur ces vols de jets privés. Comment et pourquoi cette aviation d'affaires est parfois utilisée par les délinquants? La cause pourrait tout simplement se trouver dans plusieurs failles, au cœur des aérodromes. Reportage Frédéric Rota, Nathalie Pérez, Didier Dahan et nos bureaux. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là sur l'aéroport de Punta Cana en République dominicaine? Les 2 pilotes de ce Falcon en partance pour la France avaient-ils ou pas connaissance du contenu de ces 25 valises de passagers, remplies, d'après les autorités locales, de 700 kilos de cocaïne? Par qui ces valises auraient-elles dû être contrôlées? Dans l'aviation commerciale, la réglementation est claire. Chaque État adoptera des mesures pour que les passagers au départ et leurs bagages de soute soient soumis à des contrôles de sûreté appropriés avant l'embarquement. C'était donc aux autorités dominicaines de faire vérifier le chargement. Mais vous allez voir qu'il est possible de passer à travers les mailles du filet. Pour Nicolas, pilote depuis 10 ans sur des jets d'affaires, dans de nombreux pays, des contrôles de bagages sont défaillants. Régulièrement, ça m'est arrivé, on nous dit « Ah, le scan ne marche pas », ou alors vous voyez très bien que le bagage va passer à travers un scan qui n'est absolument pas en état de marche. Et voilà, donc rien n'est vraiment contrôlé. Et pour éviter des contrôles, on peut choisir certains créneaux horaires. Quand on ne veut pas être trop contrôlé, on privilégie des vols de nuit. Par exemple, on va partir très tard ou très tôt le matin. Il y a la plupart du temps des contrôles passeports, mais pas des contrôles douaniers. Même dans les pays développés, tels que les États-Unis, quand on part tard le soir, il fait froid, il y a de la neige, les bagages sont livrés directement à l'avion, il n'y a pas de scanner, parfois. Il faut aller voir le douanier dans son bureau. Donc on y va, on lui présente les papiers, et 95 fois sur 100, il ne vient pas du tout à l'avion voir les bagages. Dans le monde des voyages d'affaires, la règle numéro 1, c'est discrétion totale. Pour Nicolas, le client est roi, quoi qu'il arrive. C'est un petit peu la règle de l'omerta, on ne pose pas de questions à nos passagers. Moi, ça m'est arrivé de faire des voyages avec des bagages, sans les passagers même. Nous n'avons pas à fouiller les bagages. Vous partez du Caire pour aller quelque part en Europe, et on ne vous demande pas de poser des questions, et surtout pas d'aller voir ce qu'il peut y avoir dans les bagages. En France, seuls les grands aéroports bénéficient de services de douane à demeure. Problème, il existe environ 800 pistes d'aviation sur l'ensemble du territoire. Par manque d'effectifs, impossible de tout contrôler. C'est le cas sur ce petit aérodrome à Maubeuge, dans le nord de la France. Je peux rentrer par la barrière, je monte ma licence de pilotage, je dis que vous êtes avec moi, vous me suivez, et je prends l'avion, un avion que j'ai loué, et puis on ne posera pas de questions. Il n'y a pas de douane, vous ne voyez aucune autorité. C'est ainsi qu'il y a plusieurs années, ce pilote a fait passer en Angleterre plusieurs sans-papiers, sans être inquiété. Une expérience qu'il n'a jamais recommencée. Pourtant, pour Christophe, ex-agent de renseignement des douanes, c'est de plus en plus par le ciel qu'opèrent les trafiquants. Par ULM, par hélico, par petit avion, en déposant des plans de vol, ou n'en déposant pas, ou en indiquant une destination et puis se posant sur un autre terrain. Il y a tout un tas de ficelles. Les 2 pilotes arrêtés à Punta Cana ont-ils été victimes ou complices de leurs clients? Le procès qui s'ouvre demain devrait permettre d'en savoir plus sur leur véritable rôle dans cette affaire. Alors, attention, là, on a l'impression qu'on a eu un sujet, ça rentre dans l'art de l'oligarchie, des capitalistes, mais vite fait, hein, parce qu'on nous parle d'aérodrome, de jet privé, mais en fait, on se fout de notre gueule encore une fois. Juste avant, on nous parle du protectionnisme, nanana, et là, on laisse dans l'idée du téléspectateur que nos failles, ça pourrait être les aérodromes et le trafic de drogue. C'est là qu'il y
il faudrait peut-être protéger un peu la frontière, hein, parce que ça, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi, personnellement, ça me dépasse. Quand je regarde ça, j'ai l'impression de revoir mes cours de troisième quand on analysait la propagande du Troisième Reich. Ouais, franchement, je suis pas loin de ça quand je vois des trucs pareils. Allez, continuons. Près de 1800 personnes ont été évacuées tôt ce matin dans le quartier de la Porte de la Chapelle, au nord de Paris. La raison, une opération de déminage à la suite de la découverte d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. Diane Schlinger, Noé Salem. Une explosion d'un autre temps. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale, toujours active, instable. Pour la détruire, il a fallu creuser un puits de 4 mètres de profondeur avec des tranchées, la recouvrir de 300 mètres cubes de sable pour limiter la déflagration. Et surtout, évacuer tout ce quartier du nord de Paris par précaution dès 6 h du matin. Un réveil compliqué pour les 1800 habitants obligés de plier bagages pour la matinée. Alors, H, au premier étage. Premier étage, d'accord. Le plus dur, c'est de se réveiller et de se lever. Mais bon. Je m'étonne simplement qu'on soit obligé de quitter la tour, parce que je me dis que apparemment des précautions ont été prises et que je vois mal ma tour s'écrouler, voilà. Puis les tramways, les métros sont mis à l'arrêt. Et image rare, l'autoroute et le périphérique sont fermés, vidés sur tout un tronçon. Car c'est tout près d'ici, justement sous le périphérique, que la bombe a été découverte par hasard il y a 2 semaines pendant des travaux. C'est vrai qu'à Paris, c'est assez exceptionnel, puisque la dernière bombe qui a été retrouvée, c'était au début des années 2000 et c'était dans la Seine. Comme il y a beaucoup de travaux autour de la Porte de la Chapelle, c'est pas exclu que ce soit une répétition. Le 21 avril 1944, les Alliés bombardent ce quartier de la Chapelle. L'objectif, détruire les voies ferrées pour freiner les Allemands. Il y a plus de 600 morts. 2000 projectiles tombent en seulement 2 heures. Et entre 39 et 44, c'est loin d'être la seule zone touchée à Paris. En noir sur cette carte, des milliers de bombes. Et 30% n'auraient pas explosé, certaines seraient encore sous terre. Les explosifs ont la propriété de bien vieillir et qui conservent tout leur potentiel destructeur, même après 70 ans. Selon les démineurs, il faudra encore plusieurs siècles pour retrouver tous les obus et bombes des 2 guerres mondiales, toujours enfouis sous le sol français. Allez, encore un reportage magique de G Magique. Imaginez, on est le 17 février, c'était la première fois que les Gilets jaunes organisaient encore une manifestation le dimanche. Pas un mot dans ce putain de journal. Rien. Que dalle. Par contre, on va te sortir un déminage où sur les images, on va voir des gens en gilets jaunes avec des policiers qui travaillent dans le respect et l'efficacité, sans manifester. Tout va bien, Madame la Marquise. Non mais franchement, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je pense que tout le monde a compris. On continue les amis, c'est parti. À l'étranger, cette histoire maintenant aux Pays-Bas, un médecin a-t-il détourné la loi en faisant don de son sperme bien au-delà de la limite autorisée légalement? Il pourrait être le père de 200 enfants. La justice néerlandaise a autorisé la comparaison d'ADN François Baudonnet avec les Molotov. Ce moment, il l'attendait depuis des mois. Un soulagement, car tous vont enfin savoir s'ils ont le même père. Quelques minutes plus tôt, le tribunal de Rotterdam vient de leur accorder la comparaison de leur ADN à celui de Jan Karbrat, un médecin décédé il y a 2 ans et aujourd'hui soupçonné d'être le père biologique de 200 enfants. Dans le cas présent, il s'agit uniquement de savoir si le docteur Karbrat a utilisé son propre sperme pour traiter des patients inséminés. Le médecin exerçait dans une clinique de fertilité à Rotterdam. Il aurait lui-même donné son sperme, sans le déclarer, des dizaines de fois. Or, la loi néerlandaise limite à 25 le nombre d'inséminations pour un même donneur. Des accusations que le docteur a toujours niées, tout en refusant que son ADN soit comparé. 200 enfants seraient ainsi nés par insémination artificielle. Pour avoir notre propre identité, on doit savoir qui était notre père. Il nous a donné 50% de nos gènes et c'est très important pour nous. Pour nous assurer que nos droits en tant qu'enfants soient respectés également, je suis incroyablement heureux. La justice néerlandaise interdisait aux enfants nés de donneurs avant 2004 de demander l'identité de leurs parents biologiques. Elle a donc fait une exception. Les résultats des comparaisons ADN pourraient être connus dans les prochaines semaines. Alors, que pensez-vous de ce reportage? Magnifique encore. On se dit qu'on va peut-être se détendre en fin de journal, qu'il va y avoir des sujets légers. Et même dans la légèreté, il n'y a rien. Tout est calculé dans ce putain de journal. C'est assez horrible. On voit un médecin qui s'autorise de donner son sperme à 200 gamins pour des procréations pour autrui, sous X. Il défie la loi, mais tout le monde est content là-dedans. Ça a l'air d'être la fête. Et là, on voit un peu plus le rapport avec le sujet qu'on avait eu avant, qui avait été très court, sur le Vatican. On détruisait la chrétienté en
l'assommant de pédophilie. Et là, dans le même temps, on vous vend, de manière non dite, la gestation pour autrui. Voilà, tout simplement, l'air de rien, en défiant la loi, ils s'en battent les couilles. C'est une idéologie de A à Z, ce journal. Il n'y a rien du tout comme info. C'est de la pure propagande. Et vous allez voir, ils finissent en beauté. Depuis quelques jours, tout un continent, mais aussi les communautés asiatiques du monde entier, fêtent le nouvel an chinois et l'entrée dans l'année du cochon. À cette occasion, un objet symbole est exposé dans les rues pour être ensuite lâché dans le ciel, les célèbres lanternes rouges en papier. Notre grand format vous emmène ce soir en Chine, dans le village où elles sont fabriquées depuis des centaines d'années. Arnaud Millet, Justine Jankowski. En ce mois de février, les villes chinoises, comme ici l'ancienne capitale impériale, Xi'an, se parent de 1000 feux et de 1000 lanternes. Car elle est la star de ces célébrations de la fête du printemps, la lanterne rouge, symbole de fortune et de bonheur. Toutes ces lanternes, ça me rend heureuse. On vient tous les ans à la fête des lanternes, c'est la fête de la famille. Les lanternes, une tradition millénaire. Depuis 300 ans, elles sont fabriquées dans ce village, à 300 km de Pékin. À Tuntu, 7000 habitants, tous travaillent et vivent de la lanterne. Comme la famille Bai, fabricant de père en fils depuis des générations. C'est chez eux que l'on trouve les plus grosses. Celle-ci fait 6 mètres de long, 400 € pièce, assemblée de façon traditionnelle. Ça, ce sont les tiges en bambou pour supporter le tissu. Et les tubes en fer, c'est pour aider à lever la lanterne. Comme la lanterne est immense, on doit la fabriquer pièce par pièce. Cette année, on a fabriqué une 50aine de grosses lanternes comme ça. Il faut 3 jours pour en arriver à bout. Là, je suis en train de lier 2 tiges de bambou, car elles ne sont pas assez longues. Il faut un peu de force. On est très fiers de travailler ici. Vous voyez là, tout le monde est en train d'expédier les produits. Ici, nous fabriquons jusqu'à 160 millions de lanternes par an. Aujourd'hui, Monsieur Su, le chef du village, fait la tournée des usines. Comment ça va, vous en sortez? Oh, on fait des heures supplémentaires. Ici, 40 employés travaillent plus de 12 heures par jour. C'est la pleine saison pour assembler à la main ces boules rouges. Fer, bambou, tissu et colle. Ce mois de février, ils gagneront 600 €, un bon salaire, grâce aux heures supplémentaires. Pour moi, c'est la fête tous les jours. 5000 lanternes par jour sortent de l'usine, à 6 € l'unité. Nous vendons nos lanternes dans tout le pays, et même le monde entier. Corée du Sud, Angleterre. Dans les quartiers chinois, chez vous, en France, vous verrez nos produits. La légende raconte que les dieux voulaient incendier les villes. Alors les habitants sont sortis avec des lanternes pour leur faire croire qu'elles étaient déjà en flammes. Depuis plus de 2000 ans, à la pleine lune, la tradition continue. Voilà, un dernier sujet qu'on va mettre en relation avec le sujet sur l'Europe qui s'oppose aux grandes puissances chinoises et américaines. Et là, on passe 3 minutes, soi-disant, de décontraction sur une petite fête chinoise, où on vous martèle bien le crâne pour vous montrer la démesure du modèle chinois, qui même pour une petite fête où ils envoient des lampions dans le ciel, les mecs font des heures sup, ils bossent, ils vont nous manger. C'est ça qu'ils veulent que vous compreniez. Bande de feignasses de Français qui vous plaignez tout le temps. Regardez les Chinois, même pour une petite fête des lampions, ça bosse. Voilà le message que le capital veut vous donner à travers son putain de journal, payé en plus, pas par eux, mais par nos impôts. Bravo, chapeau. J'espère que ce petit décryptage, j'espère que je me suis pas trop énervé, vous a plu, c'était une première. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le refasse régulièrement, parce que je pense que c'est d'utilité publique de décrypter cette propagande éhontée. N'hésitez pas, si vous le pouvez, sur Tipeee pour m'aider, parce que je fournis beaucoup de travail et ça pourrait m'aider, parce que ça prend beaucoup de temps tout ça, entre les vidéos, les montages, les petites chansons, les machins, les bidules. Je passe beaucoup de temps pour ça et ça pourra toujours me dépanner et m'aider à continuer ce travail que j'espère de plus en plus de monde vont faire. Car c'est à nous de créer le nouveau monde, c'est à nous de créer nos contenus. Et on doit se séparer de tous ces gens qui sont en train de nous mener à la ruine et à la perte. Merci à tous de m'avoir écouté. Et j'espère à une prochaine si ça vous a plu. Ciao les amis et vive les gilets jaunes.